Bienvenue à toutes et à tous qui êtes de l'autre côté de la ligne pour ce webinaire consacré aux femmes et à leur parcours. Alors avant de vous présenter nos invités, je vais peut-être juste vous rappeler quelques petits détails techniques. On vous invite à poser des questions et l'endroit où vous pouvez poser vos questions, c'est sous la rubrique questions-réponses, questions ou remarques d'ailleurs. Et nous les relèverons régulièrement au fil de ce débat. Et puis bien sûr, à la fin, c'est Pascal Gerster qui est à côté de moi qui va se faire le relais de vos questions et remarques. Maintenant que les choses techniques sont dites, présentation des invités. Tout d'abord, Mireille Ducret, qui est à ma gauche de la gauche, qui est... Alors, quand je vous ai demandé votre métier, vous m'avez dit indépendante. Moi, j'ai envie de dire agricultrice indépendante. Ça vous va? Paysanne indépendante ou... Oui, les deux me vont bien, mais c'est vrai que j'apprécie peut-être encore plus le terme de paysanne. De paysanne, et puis le terme d'indépendante aussi. Alors la formation, ça vous connaît, puisque vous, pendant 20 ans, vous avez été enseignante, vous avez fait la HEP, et j'ai l'impression, quand on a parlé un peu ensemble, que les termes apprendre et transmettre faisaient partie quasiment de votre ADN, ou alors c'est des mantras, c'est juste? Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est très important. C'est enseigner et apprendre, c'est apprendre soi-même et enseigner? Tout à fait. Très bien. Alors, vous l'avez fait en institution scolaire et maintenant, vous le faites dans votre domaine puisque vous recevez des clients, vous recevez des classes aussi et des gens de passage qui ont évidemment envie de savoir ce que c'est que votre métier de paysanne. Et vous le faites dans le domaine des hutins à Écublanc. C'est intéressant, c'est un domaine agricole qui se trouve tout près de la ville, donc ça, c'est quelque chose d'aussi intéressant. Ce que vous m'avez dit aussi, c'est qu'il y a cette côté de transmission, mais il y a aussi cette volonté d'avoir les mains dans la terre. Oui. Vous m'en dites quelque chose? Voilà, c'est mon origine, ce sont les pieds dans la terre. Je pars du principe que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Que la terre, c'est aussi, ça a été la nourriture d'hier, ça sera aussi la nourriture de demain. En tout cas, je ne le conçois pas autrement. Et puis que transmettre ce qui se passe sur une exploitation agricole, pouvoir montrer aux enfants d'où vient la nourriture, ça a toujours été un moteur pour moi. Alors, je dirais que au sein de l'exploitation, on n'accueille pas des classes de façon officielle, mais parce que voilà, j'aimerais bien que ce ne soit pas trop. Attention, vous allez avoir 2000 demandes. Mais disons que quand on nous le demande, et puis surtout quand c'est motivé par un projet pédagogique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose en amont, la visite sur l'exploitation, que l'on prépare de concert avec les enseignants, et puis quelque chose après en aval. Très bien. Et puis à côté de moi, Lynn Pillet, vous êtes directrice de l'Institut Entrepreneuriat et Management à la HESSO. Je suis obligée de lire parce que le titre est long. La HESSO Valais-Valis. Ce que j'ai oublié de dire, pardon Mireille Ducret, c'est que vous êtes également présidente de l'association vaudoise des paysannes. Et c'est aussi bien sûr à ce titre que vous êtes là. Lynn Pillet, vous êtes donc directrice de cet institut. Vous aimez tisser des ponts entre les différents secteurs de l'économie, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et quel pont et entre quelles institutions? Alors, merci de l'invitation. Effectivement, j'aime créer des ponts entre les disciplines, entre les différents systèmes, c'est-à-dire le monde économique, les acteurs économiques, les acteurs de la formation, que ce soit la formation professionnelle ou la formation après plus académique, formation aussi continue, les collectivités publiques, tout le milieu associatif, dont justement, où je suis très active comme présidente. Et pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la complexité on va dire des défis qui nous arrivent, le fait d'avoir plusieurs perspectives permet justement d'avoir la vision la plus complète. On n'a pas tout seul la solution ou la voie, donc c'est important vraiment d'avoir cette interaction, ces échanges avec l'ensemble des parties prenantes. Une espèce de réseau. Et vous êtes en effet présidente de Femmes PME Suisse romande. Alors, dites-nous quelques mots de cette association Femmes PME Suisse romande. Donc, l'association fête ses 10 ans cette année. Nous avons près de 450 membres sur l'ensemble des cantons de Suisse romande. Et notre mission, c'est de soutenir les femmes entrepreneurs, indépendantes,
dirigeantes de petites et moyennes entreprises au quotidien. C'est-à-dire, elles sont là en tant que femmes d'abord, avec leurs aspirations et aussi leurs préoccupations. Elles ont souvent une famille ou des enfants bas âge ou des parents dont il faut aussi s'occuper. Donc il y a tout cet aspect familial. Et puis évidemment, dans leur fonction de dirigeante, eh bien, des défis au quotidien aussi à considérer. Et puis ce qu'on essaye vraiment, c'est de développer l'entraide entre pairs, si on peut dire, pour que chacune puisse bénéficier de l'expérience ou de la perspective d'une femme qui vit un peu les mêmes problématiques, pour justement sortir le nez du guidon et puis avancer plus sereinement. Là, de nouveau, faire un réseau, un peu comme pour les femmes paysannes, j'imagine. Alors, le titre de cette conférence, c'est « Les femmes sortent de l'ombre ». C'est un titre qui vous agace ou au contraire qui vous inspire? Qu'est-ce que vous diriez l'une et l'autre? Alors peut-être je réagis, mais avec amusement, parce que quand on en parlera tout à l'heure, le brevet fédéral, le spécialiste en gestion de PME, qui a démarré avec des femmes justement entrepreneurs, quand on a commencé à en parler, c'était les gestionnaires de l'ombre, parce qu'en fait, toutes ces femmes dont on va d'ailleurs parler souvent font un travail derrière le rideau, et donc tout le travail de support de l'entreprise, de relations avec les clients, les fournisseurs, le banquier, les parties prenantes, qui est essentiel pour la vie et la pérennité de l'entreprise. Souvent, ce n'est pas ce qu'on voit d'abord. On voit d'abord le métier. Et donc, avec le brevet, notamment, on a pu faire sortir beaucoup de femmes de l'ombre et montrer en fait leur haut niveau de compétences. Et pour vous, les femmes sortent de l'ombre, c'est déjà une vieille histoire, elles sont déjà sorties complètement ou pas du tout, Mireille Ducré? Alors, il faut tout le temps remettre l'ouvrage sur le métier. Je rejoins exactement ce qu'a dit ma voisine. C'est qu'au niveau de l'agriculture, tout ce qui est entretien de l'habitat, du ménage, l'alimentation, la préparation des repas, c'est du quotidien, mais n'ont jamais été validés en tant que tels. Mais heureusement, le brevet de la paysanne a permis d'ajouter des modules complémentaires qui ont pu étoffer à un autre niveau et puis promulguer d'autres compétences et mettre en avant d'autres compétences. Alors toutes les deux, vous me permettez justement de faire la transition. Les femmes sortent de l'ombre grâce à des brevets. On va parler spécifiquement de ces deux certifications. Donc dans l'agriculture, il y a un brevet de paysanne. Alors c'est intéressant parce que l'association des paysannes qui a quasiment 200 ans, 100 ans, 100 et des brouettes, a toujours finalement tenté d'aider les femmes à exister, à apprendre des choses, mais c'était un peu mettre en valeur les produits, faire des confitures il y a très très longtemps. Et maintenant, ce brevet, il amène vraiment d'autres choses. Mais ça passe quand même par l'entretien du linge de maison, mais ça va jusqu'au droit rural ou encore la comptabilité agricole. Donc ce qu'on demande à ces femmes, ou ce qu'on leur permet d'apprendre, c'est d'être des entrepreneuses finalement dans le monde agricole, ce serait ça? Oui, tout à fait. Il y avait, alors vous l'avez dit, l'association des paysannes vaudoises, c'est la genèse, c'est Moudon, 1918, si mes souvenirs sont bons. Et puis, c'était en effet pouvoir valoriser des produits, les transformer, puis pouvoir améliorer le quotidien en amenant un petit peu d'argent supplémentaire dans des familles qui étaient extrêmement nombreuses ou très pauvres aussi. On est au début du XXe siècle. Et puis, ça a quand même énormément progressé, puisqu'on en arrive. Alors, je vous passe les détails, mais c'est 1995, le premier brevet de la paysanne. Et il a fallu longtemps batailler. Et puis maintenant, si on peut se dire que sur les modèles existants, alors oui, il y a celles qui pensent avoir les connaissances requises peuvent passer par-dessus certains modèles. Elles n'ont pas besoin de passer passer en revue tous les modules. Mais alors, bien entendu, ça permet d'accéder à l'économie rurale, d'accéder à tout ce qui est droit rural, comptabilité agricole. Et puis après, de pouvoir, en cas de coup dur, de pouvoir reprendre un domaine, avoir droit au paiement direct, avoir droit aussi à tout ce qui est crédit d'investissement.
en quoi ça permet justement aux femmes de continuer. On va y revenir tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle de ce brevet fédéral des spécialistes en gestion PME qui finalement a changé la vie des femmes grâce notamment à la formule validation des acquis. Vous nous en dites quelques mots, Lynne Pillet? Volontiers. Donc le brevet permet vraiment d'abord une prise de conscience de toutes les compétences que la personne, d'abord les femmes, c'est les premières personnes qui se sont portées candidates et qui ont été diplômées de ce brevet fédéral, maintenant aussi de plus en plus d'hommes, qui prennent conscience en fait de leur haut niveau de compétences et qui font finalement, qui revisitent leur expérience et qui amènent la preuve de ces compétences acquises. Donc ce qu'on a voulu à travers la création du brevet fédéral, c'est dès le départ de valoriser l'expérience de terrain pour ensuite éventuellement développer des modules complémentaires. Donc la validation des acquis, les premières diplômées de ce brevet étaient 12 femmes qui ont passé par la voie de la validation des acquis. C'était intéressant parce qu'on avait tout secteur confondu, de la construction au domaine agricole, au soutien à la personne. Une garagiste, je me souviens. Une garagiste aussi, exactement. Et avec aussi des âges différents, donc des femmes qui avaient la quarantaine et pour qui ce brevet permettait d'avancer un pas de plus dans leur parcours professionnel, et d'autres femmes qui étaient finalement en fin de carrière et qui avaient vraiment ce besoin de valoriser en fait tout ce parcours professionnel. Valoriser pour elles, déjà, oui. Et puis valoriser pour l'extérieur. À l'époque, on parlait des femmes de patron. Et femmes de patron, ça veut bien dire qu'on est la pièce rapportée en quelque sorte. Mais c'est finalement des femmes qui géraient les RH, qui engageaient les gens, qui faisaient les contrats, qui s'occupaient parfois, évidemment ça dépend des entreprises, mais qui pouvaient s'occuper des stocks, des clients. Donc c'est tout un savoir-faire finalement empirique, et j'imagine dans l'agriculture c'est la même chose, qui est tout d'un coup mis en avant, ou tout d'un coup on se dit « Ah mais finalement je sais faire tout ça ». C'est ça qui était fou dans les premières personnes qui sont sorties, c'était cette conscience qu'elles avaient des compétences. C'est la même chose dans l'agriculture avec ce brevet? Oui, c'est la même chose dans l'agriculture. Vous parliez de ces compétences qui n'étaient pas forcément reconnues, qui pourraient toujours ne pas l'être, parce que si on ne passe pas par le brevet, il a fallu qu'au niveau de l'USPF, donc de l'Union suisse des paysannes et femmes rurales, le problème soit empoigné et puis que ces femmes puissent au moins avoir des assurances sociales, cotiser en deuxième pied, troisième pied, enfin bref, pouvoir avoir une certaine reconnaissance et puis ne pas arriver à l'AVS et n'avoir plus rien du tout. Reconnaissance et salaire. Salaire. Parce que souvent dans ces entreprises familiales, peut-être un chiffre qui est important, c'est qu'en Suisse, il y a 600 000 PME de moins de 250 personnes et 92% d'entre elles, donc de ces 600 000, ont entre 1 et 9 collaborateurs. Ça veut dire que c'est justement dans ce réseau-là que beaucoup de femmes travaillent souvent bénévolement pour le mari. Mais c'est pas 3-4 exemples, c'est un chiffre gigantesque en Suisse. Et dans les domaines agricoles, c'est la même chose, c'est pas forcément des énormes domaines. Donc il peut y avoir énormément de petits domaines où la femme justement a ce travail de l'ombre tant qu'il n'est pas validé. Vous me permettez juste que j'ajoute un chiffre que je trouve aussi intéressant, qui en fait a fait partie de l'origine du brevet et qui nous a permis de construire là-dessus. On avait en fait, dans les années 2010, on a fait toute une étude de marché et on avait en fait un chiffre de 3,2% de femmes actives dont justement la plupart travaillaient comme collaboratrices dans l'entreprise familiale. Et par rapport aux chiffres qu'on avait de l'Office fédéral de la statistique, ça représentait quand même 64 000 entreprises qui sont effectivement plutôt des petites entreprises ou des entreprises moyennes. Et dans la majorité des cas, ces femmes, on avait fait aussi un sondage, ces femmes n'avaient ni contrat, ni statut dans l'entreprise. Donc au fond, elles se considéraient comme la petite main d'une certaine manière, sans se dévaloriser, mais c'était presque un soutien naturel qu'elles apportaient à l'entreprise. Et le fait de travailler sur la validation de ces compétences a permis à ces femmes, non seulement, alors je disais, de prendre conscience de leurs compétences, mais aussi de les valider, et puis de montrer dans l'entreprise, en fait,
le haut niveau de compétences, d'inspirer aussi d'autres collaborateurs à se former davantage. Et puis tout ça amène à la pérennité de l'entreprise. Donc il y a vraiment un lien entre prendre conscience de ses compétences, pouvoir les déployer dans l'entreprise et on va dire accompagner ou assurer sa pérennité. Alors comme on est une association de formateurs et formatrices, j'ai envie de vous demander ce qui a été le plus difficile finalement pour ces femmes qui devaient tout d'un coup se dire « ouais, je vais me former ». C'est-à-dire, je vais sortir de l'entreprise pour prendre du temps, ou je vais valider des compétences auxquelles j'ai finalement jamais fait attention, je les avais de fait. En termes de formation, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de la difficulté peut-être rencontrée ou de comment on a dû former ces gens à déjà se valoriser, ces gens, ces personnes, ces femmes? Déjà, ça a mis du temps, puisque concernant le brevet de la paysanne, donc, comme je vous l'ai dit, 1995, donc concernant tout ce qui était en lien avec, enfin tout ce qui est toujours en lien avec l'agriculture, c'est aussi, il y a une part à prendre vraiment en considération, qui est aussi tout cet aspect patrimoine. Tout passe en général par l'homme. Dans cette notion de patrimoine, la transmission se fait souvent pendant quand même... jusqu'à ce qu'il y a oui, je voulais pas le dire, mais jusqu'à ce qu'il y a 3 ou 4 générations, donc non, mais même pas, 2 générations. De toute façon, c'était que les garçons qui faisaient l'école d'agriculture. Il y avait un CFC d'agriculteurs. Heureusement, maintenant, ce plafond de verre, je pense, a été poussé par ma génération. Il est en train d'exploser avec la génération d'après. Mais tout ça pour revenir au fait que voilà, il a fallu du temps aussi parce que les hommes ne laissaient pas cette place-là. Et dans le brevet de validation des acquis de spécialistes en gestion d'entreprise, ça demande quand même un savoir-faire. Ce brevet, ce n'est pas un brevet à la petite semaine non plus, comme pour le brevet des paysannes. C'est un brevet qui demande un travail mais gigantesque. Est-ce que vous avez parlé un peu avec des femmes qui l'ont fait, de leurs difficultés, du soutien qu'elles ont pu recevoir, peut-être de l'accompagnement à l'apprentissage qu'elles ont pu recevoir? Alors oui, je précise qu'il y a 3 voies d'accès au brevet. Donc on a commencé par la validation des acquis. Et puis assez rapidement, et aussi sur demande de la Confédération, qui nous a aussi beaucoup soutenus, on a mis en place une formation modulaire. Et maintenant, on peut même obtenir le brevet avec une combinaison des deux. La validation de certaines compétences et le complément avec des formations modulaires qui, au fond, après, par une attestation, démontrent que vous avez les compétences et la connaissance. Et en fait, pour mettre en place ce brevet, ça nous a pris du temps. Alors, pas autant que pour le brevet des paysannes, mais 10 ans. Et pour la validation des acquis, on a vraiment voulu, dès le départ, avoir aussi un dispositif d'accompagnement où il y avait une personne qui formait, donc une formatrice d'adultes, qui, on va dire, chevronnée dans la validation des acquis, qui animait les sessions, mais en même temps beaucoup aussi d'échanges en groupe. On avait organisé des groupes par région pour que les femmes puissent, au fur et à mesure de l'avancée de leur dossier et en amenant la preuve de leurs compétences, de pouvoir aussi échanger les expériences. Donc ça me permet aussi de dire que effectivement c'est un gros travail, mais le cadre est très précis. Donc il y a un référentiel de compétences. On a 7 domaines de compétences, donc gestion d'entreprise, leadership, communication, gestion du personnel, organisation, comptabilité, marketing, relations publiques, relations avec les fournisseurs et les clients, et finalement le droit de la PME. Donc avec ces domaines de compétences et après un référentiel très précis, on accompagne les candidates et maintenant aussi les candidats à amener la preuve de leurs compétences. Et vraiment avec des exemples concrets. On n'est pas du tout dans la théorie. C'est pas qu'est-ce que j'aimerais faire dans mon entreprise, c'est finalement qu'est-ce que j'ai vu comme défi ou comme problème et en quoi j'ai pu ou pas activer telle ou telle compétence. Alors ça m'amène justement à quelque chose d'intéressant, et c'est le cas de la validation des acquis en général, c'est que au lieu de partir de théorie, c'est-à-dire de grands théoriciens qui nous balancent des savoirs, on part de ce qu'on sait faire, et chacune de ces personnes, que ce soit les femmes en entreprise ou les paysannes, ont un savoir-faire évident.
mais qui est peut-être justement empirique, qu'elles doivent transmettre au suivant de manière empirique, et peut-être cette validation, tout d'un coup, elle se construit autour des savoirs, au lieu d'être une théorie qui amène des savoirs qu'on doit mettre en place. En quoi c'est important justement de partir du savoir de la terre ou du savoir de l'entreprise pour créer une compétence plus globale? Déjà, au niveau des exploitations agricoles, elles sont extrêmement diversifiées en Suisse. Hein. De l'économie laitière au maraîchage, il y a un monde, vraiment un monde d'écart. Donc ça veut dire que en partant de ce constat, cette diversification déjà, comme vous l'avez dit, le fait de pouvoir partager va amener, chacune va amener sa pierre à l'édifice, mais par également le fait que toutes ces expériences. Et puis, est-ce que vous pouvez me rappeler la question de départ? Parce oui, que la question c'était en quoi, elle était un peu longue ma question, pardon. en quoi c'est important que le savoir vienne d'en bas pour créer des compétences plus globales, plutôt que l'inverse, des grands théoriciens qui viendraient nous balancer leur sauce? Parce que l'effet pyramidal fait que la base vient d'origine complètement, enfin souvent différente, et puis après on peut remonter pour arriver après vers ce qui est nécessaire, comme je l'ai dit avant, l'économie rurale, le droit foncier rural, tout ce qui est lié à la comptabilité. Après, c'est pareil pour tout le monde. Donc, ça permet de... Dans les lois, j'imagine qu'il y a des lois, enfin il y a des passages de la loi qui sont différents selon qu'on fait de la production laitière ou bien de la viande, par exemple, pour rester dans le bétail. Oui, mais mis à part ça, on est soumis quand même par exemple, à des politiques agricoles qui sont évolutives tous les 4 ans, mais c'est la même pour tout le monde. Hein. D'accord. Je me permets de réagir parce que c'est vrai qu'en ayant à la fois collaboré dans des dispositifs de formation dans différents contextes, ça allait de l'industrie avec des apprentis jusqu'à des entreprises, des PME ou des startups. Finalement, mon expérience me montre qu'il y a de la place pour différentes approches de la formation. Et je n'ai pas vécu les théoriciens au perché. Donc, selon votre besoin, votre parcours, votre projet professionnel, eh bien, ce qui est peut-être plus indiqué, c'est de partir de votre expérience et puis de pouvoir, à travers justement le parcours gestionnaire d'entreprise, on voit que toute la diversité, la richesse du tissu économique suisse, et finalement qu'il y a des aspects qui sont très contextuels, soit du métier, soit de la région, et puis en même temps d'autres aspects qui sont des similitudes ou des choses, on va dire, comparables, sur lesquelles les candidats peuvent se rejoindre. Donc là, l'expérience de terrain est vraiment importante. Puis après, évidemment, selon l'avancée, formation continue ou même formation académique, eh bien, un apport théorique plus important, peut-être pour... montrer de nouveaux modèles ou renforcer l'aspect méthodologique peut être vraiment aussi indiqué. Donc les deux sont importants. Donc il faut savoir mixer. Et ça, c'est peut-être un peu ce qui nous réunit au niveau de la force, c'est-à-dire ce rapport au formateur d'adultes qui va aussi chercher le savoir chez l'autre et amener un savoir. Vous l'avez un peu évoqué, mais j'ai quand même envie de poser cette question. Il y a beaucoup de recherches maintenant qui disent que la médecine tenue par les hommes a oublié les pathologies spécifiquement féminines. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la valorisation des compétences féminines? C'est-à-dire, est-ce que l'enseignement au sens large ou l'entreprise au sens large était tellement masculine qu'elle a oublié de penser simplement aux femmes? Lynn, peut-être? Alors, j'ai le mot « veille » qui me vient à l'esprit. Au fond, on voit aujourd'hui un petit peu les limites de notre système. Voilà, les entreprises sont bien sûr à flux tendu, il y a beaucoup de difficultés, hein, mais les compétences féminines ressortent vraiment de manière importante dans tout ce lien qui est tissé dans, j'appelle un écosystème. Une entreprise, elle n'est pas juste seule dans son environnement, et je pense que c'est encore plus clair dans une exploitation agricole. Elle a des partenaires, elle a des clients, elle a des fournisseurs, elle a des concurrents, mais dont elle peut aussi il y a des fois des partenariats ou des synergies qui se créent avec ses concurrents. Et souvent, on l'a vu dans les PME, c'est la femme ou la fille, c'est finalement la personne féminine
qui cherche ses relations, qui entretient les relations, qui les nourrit, et ce qui permet à l'entreprise de sortir le nez du guidon, et pas juste se concentrer sur faire maintenant et puis répondre aux urgences, mais finalement, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, avec des signes des fois très forts, puis des fois aussi des signaux faibles, qui permettent à l'entreprise, on parle beaucoup de résilience, de s'adapter, et puis d'anticiper certaines évolutions importantes. Donc, moi, je mettrais plus en lien ces compétences féminines, ou la contribution particulière des femmes sur cet aspect écosystème et puis un peu veille stratégique au fond. Vous diriez la même chose ou vous voyez les choses un peu différemment au niveau agriculture par rapport justement à ces domaines qui étaient masculins, donc ont peut-être oublié de penser au travail des femmes comme une évidence Alors je dirais exactement la même chose par tout ce qui est mise en lien et puis création de ponts. L'économie agricole, c'est beaucoup de choses différentes. Ça peut être aussi, ça va de la vente directe à un changement de production si nécessaire. Et là, je pense que la femme est quand même, si c'est pas elle qui ne prenait pas forcément les décisions auparavant, était un point de levier extrêmement important. Également dans la transition, alors je reviens à cette notion de patrimoine, mais dans la transition des exploitations d'une génération à l'autre, elle crée des liens. Elle fait tout pour que ça se passe bien, pour que tout le monde puisse vivre cette expérience et ce passage. Et trouver sa place. Voilà, et trouver sa place, exactement. Pour un fils de trouver sa place face au père. Et ça, je pense que c'est peut-être pas forcément dans le cas du brevet, de cette validation et du papier, mais c'est surtout du partage. Parce que sur les exploitations agricoles, si on n'a pas la possibilité de sortir, c'est comme un lieu où on vit, on y travaille. Donc, ce qui veut dire que c'est énormément d'heures. Souvent, en ce qui me concerne, j'aurais pu, à certains moments de ma vie, ne plus avoir besoin de sortir parce qu'on était capable de vivre en autarcie en tant que femme. En tout cas, si je prends la génération précédente, c'était le cas. Et le fait de partager ces expériences, de partager ce que chacune vit, fait que ça a amené aussi à se poser des questions et puis à se dire, tiens, toi tu fais comme ça chez toi, peut-être que ça va amener des réflexions chez moi et puis ces synergies de pouvoir faire progresser les choses, quoi. D'où l'importance de ces associations, tant Femmes PME que l'association des paysannes. Oui. J'aimerais bien qu'on revienne à ce que vous disiez, parce que je vous ai un peu coupé tout à l'heure sur l'importance, on parlait de la valorisation et de la validation de compétences, mais vous parliez aussi en cas de coup dur, ce que ça peut amener. Alors ça, c'est important de le dire, parce qu'une femme paysanne, mais j'imagine que dans l'entreprise, c'est la même chose, qui n'aurait pas un statut, finalement, elle n'est plus rien en cas de divorce ou de décès, du mari. Tout à fait, oui. Ça veut dire que si elle reprend l'exploitation, elle n'a pas de validation, par exemple, pour avoir les subventions fédérales, c'est ça? Oui, ou bien de crédit d'investissement. Donc, de pouvoir pérenniser, continuer à ce que l'entreprise puisse continuer de croître, quoi. Donc, c'est même pour l'avantage de l'agriculture au sens large, du mari qui potentiellement pourrait disparaître, de valider finalement la position de la femme. Alors, c'est les diplômes, mais c'est aussi quoi? Un titre de co-responsable, de co-exploitante, comme vous êtes vous? Alors, il y a plusieurs possibilités, mais elles ne sont pas si nombreuses que ça. Il y a le fait d'être co-exploitant, donc ce qui veut dire que j'ai une part prépondérante sur l'exploitation, pas seulement au niveau de ce qui s'y passe, mais en cas de décès de l'un ou de l'autre, pour assumer cette transition. Et puis pour beaucoup de mes jeunes collègues, justement, le brevet de paysanne fait que certains se sont dit, s'il doit arriver quelque chose, en termes d'accident, justement, ou en termes de décès, eh bien, je peux assurer la pérennité de l'exploitation et la transition jusqu'au suivant, s'il doit y avoir suivant, quoi. Le brevet permet ça aussi en entreprise, d'avoir une valorisation qui permet de continuer? Oui, j'évoquais avant le temps que ça nous a pris pour vraiment avoir les parties prenantes et l'autorisation de la Confédération de créer ce nouveau brevet.
En fait, à l'origine, il est parti d'une collaboration avec la Chambre des métiers et de l'artisanat du Rhône en France et des associations professionnelles européennes qui avaient le même problème. Donc, ce n'est pas un problème suisse, hein, c'est vraiment à large échelle. Et en fait, moi, j'arrivais un petit peu dans ce monde et les personnes qui sont venues témoigner, qui étaient en l'occurrence, là on était à Lyon et c'était des Françaises, avaient des problématiques comme mon mari est en burn-out ou mon mari a un problème, ne peut plus. Donc il y a un besoin urgent de pouvoir reprendre les rênes de l'entreprise, mais vraiment dans toute sa complexité. Et le fait d'avoir ce parcours certifiant, alors évidemment, ça donne des compétences, hein, ça valorise les compétences existantes, ça les rend visibles, ça permet de conscientiser, ça en développe d'autres. Et puis, ça permet à la femme déjà d'avancer plus sereinement, pour le conjoint aussi, pour l'ensemble de la famille. Et je parlais au départ de la pérennité de l'entreprise, avec les coups durs que toute entreprise ou toute famille va forcément vivre, de pouvoir rebondir assez rapidement. Ça ne veut pas dire que les choses sont plus simples, mais finalement, il y a la conscience que je suis capable. Puis après, à partir de cette, on va dire, confiance, je vais pouvoir construire, m'entourer et puis trouver des solutions. M'entourer financièrement aussi, avoir des Exactement. aides financières. Être convaincant quand je vais vers la banque. Puis en plus, en Suisse, on a cette, disons, un peu cette difficulté. Le diplôme est tellement important que vous pouvez parler de toute votre expérience, vous ne serez vis-à-vis de certains interlocuteurs, vous ne serez pas entendu. Si vous avez votre diplôme, votre papier, eh bien, il y a déjà quelque chose qu'on ne remet plus en question. Donc vous pouvez aller sur le sujet et puis parler au même niveau que votre interlocuteur. C'est un peu terrible de le dire, mais au moins le brevet a amené ça. Je vous propose de passer aux questions de vous, et puis on écoute Pascal. Eh bien, les interlocutrices sont tellement intéressantes que les participants, notre public qui nous écoute là, est pris et oublie d'écrire les questions. Alors, j'aimerais les inviter à écrire leurs questions, à participer aussi un petit peu. Je suis là pour relayer vos questions, n'hésitez pas. Alors, faites-le absolument, parce que c'est pas que j'arrive au bout de mes questions, hein. Moi, j'ai plein de questions, je peux continuer encore des heures avec nos interlocutrices, mais c'est important de partager, peut-être aussi de savoir dans quelle mesure vous avez ce même parcours. En tant que formatrice, on peut aussi se demander si on arrive à être au même niveau, si on arrive à être pris au sérieux sans avoir fait un brevet. On sait qu'il y a des gens qui sont formateurs sans aucun papier et qui font leur chemin. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme de faire ce même chemin sans papier? On peut élargir un tout petit peu le débat, d'autant plus que nos deux interlocutrices sont aussi ou ont été formatrices. Donc il y a aussi des réponses par rapport à ça. Il y a aussi, on parlait justement de ce rapport aux entreprises, aux banques, etc., avec un brevet. Est-ce que c'est la même chose avec le personnel? C'est-à-dire que quand je m'adresse au personnel, que ce soit votre personnel à vous, j'imagine que vous avez quand même du personnel dans votre entreprise? Vous avez un grand... Non, on n'a pas un grand. Non, on a 2 collaboratrices, puis après... notre fils, et puis à temps partiel, et notre fille également à temps partiel. Et le fait que alors vous n'avez pas le brevet, hein, vous n'avez pas fait le brevet. Non. Mais comment ça va dans les relations que vous avez avec justement vos collaboratrices, par exemple? Je ne parle pas avec vos fils, parce que ça vous regarde. Alors, vous êtes la patronne, reconnue? Non, mais moi, je n'aime pas du tout porter ce titre-là. Je dirais que dans la répartition du travail qui s'est faite, la répartition des responsabilités qui s'est faite de façon tout à fait induite, quoi. Voilà. Eh bien oui, c'est moi qui gère en grande partie le personnel, mais c'est vrai que c'est un truc qui incombe souvent, qui incombe quand même souvent à la femme. Sur les exploitations, alors je fais juste une petite parenthèse sur les exploitations agricoles. Quand on parle de personnel, on a souvent cette notion de repas aussi, hein. C'est-à-dire que les employés, dans ce qui est notamment exploitation laitière, les apprentis, tout le monde se retrouve à la table familiale. C'est également le cas pour nous parce qu'on n'a que deux collaboratrices, elles mangent aussi avec nous. Donc c'est aussi
je parlais avant du fait de vivre, dormir, travailler sur le même endroit, c'est aussi manger avec tout le monde en même temps. Alors, pour moi, ça correspond à un certain nombre d'avantages, mais ça, c'est une question personnelle. Pour d'autres, c'est peut-être plus un inconvénient et un désavantage de se retrouver toujours à 5 ou 6 à table à midi, quoi. Ouais. En quoi c'est un avantage? C'est-à-dire vous continuez à parler travail et donc on gagne du temps ou... Alors oui, ça peut être le cas, mais ça permet aussi d'avoir des relations qui soient totalement autres et puis d'avoir un rapport qui est totalement horizontal. D'accord. Donc vous êtes et beaucoup plus amical et co-exploitante, convivial. Et voilà. On peut amener d'autres choses. Et dans cette notion de transmission, pour moi, c'est aussi important. Parce que ce qu'on va vivre, nous, au sein de l'exploitation, on doit pouvoir le retrouver dans le marché, au sein des personnes avec qui on travaille, et avoir le même langage, la même attitude, et puis avoir la même vision que ce soit de façon globale par rapport à la nature, mais que ce soit par rapport à la vente au marché, quoi. J'aimerais rajouter aussi, parce que je reviens en fait à la première volée qui a obtenu son diplôme, donc on était en 2014, et puis on avait organisé, alors vraiment pour marquer le coup, une très belle cérémonie à Berne, avec aussi l'USAM et les partenaires associatifs, pour la Confédération pour la première des brevets. Des brevets. Et puis on avait, évidemment, les conjoints étaient là aussi, certains membres de la famille. Et puis on avait fait au préalable quelques vidéos pour justement avoir l'échange, le retour d'expérience des femmes qui avaient fait ce parcours et qui avaient leur diplôme, et en même temps des maris. Parce qu'on nous avait dit aussi, attention, vous allez précipiter le nombre de divorces, ça va créer de la tension dans les couples et dans les familles, dans les entreprises familiales. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, d'entendre justement les conjoints qui parlent de la... Finalement, ça a eu un effet révélateur pour la femme elle-même, pour le conjoint qui, à travers l'expérience de sa femme, s'est rendu compte, pas simplement de toutes les compétences qu'elle avait, elle, mais en fait qu'il pouvait s'appuyer sur elle et donc aussi finalement se concentrer lui sur son métier et puis aller de l'avant avec l'entreprise. La perception aussi des collaboratrices, collaborateurs, c'est vraiment nous a encouragés à vraiment promouvoir davantage ces filières, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on fait comme ça, naturellement, et puis on ne se rend pas compte de toute la richesse. Et une fois qu'on s'arrête, qu'on fait un arrêt sur image, puis qu'on dit waouh, le parcours, ou bien le fait d'avoir développé ou renforcé telle compétence, par exemple sur le droit de la PME, a permis d'amener des questions dans l'entreprise, et puis finalement de prendre aussi des décisions. Peut-être que le régime qu'on a ou la situation qu'on a aujourd'hui était peut-être un peu précaire, donc il faut qu'on prenne rendez-vous avec l'avocat, et puis typiquement avec les questions de patrimoine et de transmission, il y a quelque chose à faire. On ne peut pas juste laisser le cours des choses. Donc vraiment de très beaux retours sur le parcours de ces femmes. C'est intéressant parce que ça veut dire que la validation des acquis au sens large, dans tous les domaines, j'élargis un tout petit peu le débat par rapport à ce que vous dites, c'est que non seulement ça met en valeur des acquis, mais ça met aussi en valeur des lacunes qu'on peut combler, en fait. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est pas juste dire ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, mais c'est dire là peut-être il y aurait à faire. Et là, alors est-ce qu'il y a un accompagnement justement, peut-être en disant cette lacune-là, vous pouvez la combler en suivant cette formation? Est-ce qu'il y a un accompagnement des femmes en l'occurrence, mais on le verra plus tard, des hommes qui font cette formation en validation des acquis sur comment est-ce qu'elles pourraient progresser encore? Oui, alors on a la chance en Suisse d'avoir une pléthore d'offres de formation, soit très techniques, soit plus ateliers, échange d'expériences. Donc effectivement, on peut, selon les manques qui ont été identifiés, orienter les candidates ou les candidats sur des dispositifs de formation existants. Ou alors, peut-être mettre en place une formation de toute pièce. Aujourd'hui, on a par exemple des femmes qui gèrent la partie communication, aussi réseaux sociaux. Là, ça a été aussi de nouvelles compétences à acquérir. Comment est-ce qu'on valorise son activité, son entreprise à travers ces nouveaux outils? Ça demande une formation peut-être d'une journée ou de plusieurs jours pour pouvoir vraiment aussi tirer le meilleur de ces outils. Et ça, c'est l'association des femmes PME qui met en place cette formation, par exemple? Nous, on
ne fait pas de formation, mais par contre, on réoriente sur soit des centres de formation professionnelle, soit Romandie Formation, ou des indépendantes, en fait, qui sont aussi très agiles, et qui peuvent, elles ont un domaine d'expertise, je pense justement aux réseaux sociaux et puis à la communication digitale, qui peuvent finalement, assez rapidement, à partir d'un besoin, proposer une demi-journée ou une journée de formation. La même chose pour l'association suisse des paysannes, en l'occurrence vous êtes présidente de l'association vaudoise, mais c'est une des sections. Il y a cette volonté aussi d'accompagner peut-être à remplir les lacunes une fois qu'on se rend compte que, quand j'ai fait toute ma formation, je me rends compte qu'il me manque ce petit bout-là, malgré le brevet. Comment vous faites pour accompagner les femmes ? Alors là, ce sont les chambres d'agriculture qui mettent en place la formation continue. Donc, concernant le canton de Vaud, c'est Prométer qui a une filière avec vraiment de très très nombreux cours qui permettent justement d'aller piocher pour s'y retrouver et puis y trouver son compte, quoi. Donc Prométer, c'est l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, oui. C'est ça. Voilà, juste pour être précise, oui. Et qui réunit finalement toutes les exploitations ou que celles qui veulent. Alors, je pense que c'est à peu près toutes. Elles sont à peu près 3000 sur le canton. Et oui, il y a vraiment une importante offre qui est très très bien suivie. Et tout ce qui est lié, alors, en effet, en Suisse, on aime beaucoup se former et il y a un suivi très important aussi. Ça marche bien et ça marche d'autant mieux avec les nouvelles générations. Alors, tout à l'heure, vous disiez, Lynn Pillet, qu'il y avait beaucoup d'hommes aussi qui faisaient cette formation, ce brevet de spécialistes en gestion d'entreprise. Est-ce que c'est les femmes qui ont ouvert la voie et puis tout d'un coup, les hommes qui ont des compétences empiriques se disent « Ah bah tiens, ce serait bien d'avoir un brevet » ou comment les hommes arrivent à ce brevet-là ? Alors, je reviens aussi juste à l'origine. Au départ, on a vraiment voulu répondre à ce besoin des femmes conjointes d'entreprises artisanales ou familiales. Et puis, on a déjà identifié avec les partenaires français et européens qu'en fait, on ne parlait pas de conjointes, mais qu'en fait, de plus en plus, c'était des hommes qui venaient demander aussi un accompagnement et qui voulaient aussi avoir cette validation. Mais qui sont des conjoints de chefs d'entreprise ou bien qui sont simplement chefs d'entreprise ? Il y a justement des conjoints. Mais par exemple, le mari d'une fleuriste, j'ai un cas concret, mais on a aussi maintenant de plus en plus d'hommes qui ont fait un beau parcours dans une entreprise et qui souhaitent qui ont la perspective de pouvoir reprendre les rênes, la direction de l'entreprise, qui font le brevet, ou qui souhaitent valider leur parcours pour pouvoir ensuite soit créer leur propre entreprise, soit se réorienter professionnellement. Donc alors j'ai pas de chiffre combien d'hommes sur l'ensemble, peut-être juste pour information. Donc on a aujourd'hui donc le brevet depuis 2014, on a eu les premières diplômées, avec d'abord la validation des acquis, mais ensuite aussi avec la formation modulaire ou la combinaison des deux. Et puis on a à ce jour 761 candidates sur l'ensemble de la Suisse, avec une majorité quand même sur la Suisse romande et la Suisse alémanique. On a un effort de communication aussi à faire sur le Tessin. Et parmi ces 761 candidats, 599 diplômés, ça veut dire qu'on a quand même un taux parce qu'on disait c'est une montagne, enfin un effort considérable à faire, il y a quand même un taux de réussite de 78,7%. Donc il y a vraiment un dispositif d'accompagnement qui est Mais c'est proposé. quand même une montagne à faire. Alors ça reste une Pour montagne. avoir vu Tout le à fait. dossier d'une des candidates de la C'est première un effort, génération. oui, c'est vraiment un effort, mais ça veut dire qu'il y a quand même autour un accompagnement et un dispositif, soit modulaire, soit accompagnement des validations des acquis, qui est mis en place. Par contre, j'ai les chiffres pour la validation des acquis. Donc on a 36 femmes qui ont validé leurs acquis, qui ont obtenu leur brevet par validation des acquis, dont 10 hommes. Et le premier homme qui est venu, qui a pris ce parcours de validation des acquis pour le brevet, est arrivé en 2017. Et puis depuis, on a chaque fois, en tout cas 2 hommes par année qui choisissent la voie de la validation des acquis. Et je disais, je n'ai pas le chiffre pour la voie modulaire, mais effectivement, je pense qu'on est dans le 50-50. Et c'est intéressant parce que ça nous confirme que ce brevet répond à un besoin, et pas simplement des femmes, un besoin de valider les compétences d'entrepreneurs.
Mais on doit faire attention aujourd'hui, c'est un peu notre point de vigilance, pour qu'on continue vraiment aussi à encourager les femmes à se former de toute façon, mais justement à valider leurs compétences et avoir, par exemple, ce brevet ou un autre, parce qu'il existe aussi d'autres brevets tout à fait intéressants. Est-ce que ça veut dire que les hommes pourraient prendre la place des femmes? C'est-à-dire si vous avez des salles de classe qui permettent à 20 personnes ou des volets de 20 personnes, si tout d'un coup il y a 18 hommes, ils ferment la porte à des femmes, est-ce que là vous risquez d'aller jusqu'à un quorum de femmes nécessaire chaque année ou on n'en est pas encore là? On n'en est pas là. Non, D'accord. on n'en est pas là. Chez les paysannes, des hommes font aussi cette formation ou bien les cursus plus classiques que je ne connais pas très bien d'ailleurs, vous pourriez nous les dire, Changin ou Marcelin, ou je ne sais pas si Marcelin existe toujours d'ailleurs. Mais bien sûr. Bien sûr. Est-ce que les hommes font aussi ce brevet qui est spécifiquement appelé d'ailleurs brevet des paysannes? Donc, est-ce que les hommes s'y insèrent ou ils vont trouver d'autres voies? Alors, je vais vous répondre que non, pour le moment, il y a 0 inscription Mais c'est d'hommes peut-être dans le cette titre qui filière. fait peur, non? Alors, certainement. Alors, si je reprends l'historique, c'est vrai que jusqu'à présent, le brevet professionnel lié à l'agriculture, alors dans les écoles d'agriculture vaudoises, ça s'appelle l'agrilogie, c'est Marcelin et Grange-Vernet, eh bien, c'est un brevet d'agriculteur. Longtemps, il n'y avait que des hommes qui continuaient, déjà qui venaient de la filière à CFC d'agriculteurs pour continuer. Maintenant, il y a vraiment beaucoup plus de filles. Alors moi, je n'ai pas de chiffres, hein, mais je pense qu'il y a comme un 20 à 25% maintenant de classes, de femmes qui font ce choix du CFC d'agricultrice et après du brevet d'agricultrice, voire de la maîtrise, puisque c'est ce qui continue. Hein. Jusqu'à présent, au niveau donc de ce brevet de la paysanne, il n'y avait rien, il a été mis en place pour la femme. Il est clair que l'évolution de la société fait qu'on peut très bien imaginer qu'une femme reprenant un domaine agricole avec un CFC, ayant pour compagnon quelqu'un qui vient d'un milieu différent, ce serait peut-être lui qui pourrait s'occuper des enfants. Alors, je veux dire, ça pourrait très bien être en faire partie, mais pour le moment, non, je crois que c'est quand même assez spécifique. Et en effet, pour le moment, on est encore sur ce côté brevet de la paysanne. Il faudra que ça puisse évoluer pour que ça puisse être vendeur. Du titre, ben oui, Oui. oui, absolument. Et pas faire des créneaux trop enfermés chacun. Pour le moment, reste encore, de ce point de vue-là, ça reste encore très, très genré. Hein. Ça, c'est clair. Alors, ça m'amène quand même la question de savoir, est-ce que c'est enfermant d'être genré, c'est-à-dire que c'est vraiment l'association suisse ou en l'occurrence vaudoise de la paysanne? Est-ce que c'est gênant parce que ça bloque ou au contraire, est-ce que ça permet justement d'avoir un espace spécifique de réflexion entre femmes? Alors, je ne vais pas me projeter quant à l'avenir, mais jusqu'à présent, ça permettait de se retrouver dans une espèce de microcosme où les femmes se sentaient bien, où elles se sentent bien, parce que souvent elles font face aux mêmes difficultés, et puis avec sur des exploitations agricoles qui sont malgré tout très, très diverses et très diversifiées. Et ça permet justement, comme vous disiez, vous parliez d'aller vers les autres, comme ça permet peut-être de casser une potentielle concurrence, c'est-à-dire qu'on se réunit entre agricultrices ou paysannes qui sont d'exploitations différentes et potentiellement concurrentes sur un territoire petit, mais néanmoins de mettre ensemble les choses. Donc ça, c'est quand même c'est un chemin vers casser aussi les concurrences un peu peut-être contre-productives. Je ne sais pas si c'est contre-productif, mais disons qu'en effet, jusqu'à présent, il n'y avait pas de nécessité autre que de former ce cocon-là autour et de se retrouver. Hein. Mais, alors, je viens du monde de l'enseignement. J'ai eu un brevet, je fais une petite parenthèse, en 1986. Eh bien, m'ayant accompagné à la remise des brevets, il y avait un seul garçon pour les classes enfantines.
Il s'appelait Carrard, le pauvre, parce que voilà, c'était son nom de famille, mais c'était vraiment le Carrard. Et c'était le premier brevet distribué pour maître de classe enfantin. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup. On se retrouve un petit peu dans la même, dans cette même démarche. De métiers genrés, finalement. Alors, c'est vrai que ça évolue. C'est difficile, partout. bien sûr, ça évolue, mais ça va rester difficile, je pense, malgré tout. Ouais. Même question pour vous de cette... D'ailleurs, je ne me souviens plus exactement la question, mais c'était... Autour de ces métiers un peu Autour de genrés. ces métiers genrés, et puis aussi de comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce que les associations genrées bloquent ou ouvrent? Alors effectivement, le brevet n'est pas du tout genré, et comme je disais, on doit faire un effort pour continuer à encourager les femmes et puis rendre ces opportunités de formation visibles. Association Femmes PME Suisse Romande. Alors évidemment, nous réunissons des femmes propriétaires, dirigeantes de petites et moyennes entreprises. Mais dans nos statuts prévoient aussi comment on dit ça, une possibilité d'être membre sympathisant. Donc ça peut être justement des hommes, et on a quelques hommes qui sont aussi membres sympathisants. Et puis, je reviens à cette notion d'écosystème qui est vitale pour les entreprises. On a besoin d'être connecté vraiment, ancré dans nos régions. C'est pour ça aussi il y a un comité central pour la Suisse romande, et après on a des sections cantonales, avec chaque fois une responsable et après une petite équipe qui organise, qui renforce ce lien de proximité avec les membres, qui interagit avec les chambres de commerce, avec les unions patronales, avec les acteurs économiques et politiques du canton. Et puis c'est ce qui nous permet justement de ne pas être que entre nous. Par contre, et ça c'est les membres qui le disent, moi je l'observe, le fait d'avoir des événements ou des temps où les femmes sont entre elles, ça permet effectivement d'avoir elles sont elles-mêmes, elles sont authentiques, elles n'ont pas besoin de se présenter en disant voilà quel rôle ou quelle fonction. Parce que j'entendais aussi des fois dans des événements de réseautage, je ne suis qu'indépendante, ou bien je suis la directrice, mais lors d'une toute petite entreprise. C'est comme si on avait besoin chaque fois de situer son activité par rapport à d'autres. Et en plus par le plus petit bout. Donc le fait d'arriver soi-même, personne ne vous posera la question, oui, qu'est-ce que tu fais, dans quel secteur? On n'a pas besoin de s'afficher par rapport à la taille de l'entreprise ou par rapport au secteur d'activité traditionnel ou plus, on va dire, contemporain. Ça les met à l'aise. Donc on a vraiment cette, on va dire, j'ai pas envie de dire cette opposition, mais plutôt une dynamique que je trouve assez saine. Alors après, c'est clair que les questions de diversité, elles se posent. En étant en contact avec les présidentes du Cercle suisse des administratrices, qui se posent aussi les mêmes questions, l'Association européenne des administratrices, on voit qu'effectivement, il faut vraiment toujours garder ce lien avec l'extérieur. Mais par contre, d'avoir ces lieux privilégiés permet justement de se poser et puis de ne pas devoir être toujours en représentation, de devoir défendre quelque chose. Après se pose une question, c'est de la non-binarité, c'est-à-dire qu'on dit homme, femme, maintenant il y a d'autres populations qui émergent ou qui osent se montrer parce qu'elles existaient, mais est-ce que ça veut dire que là aussi il y a une réflexion à avoir sur ce rapport très binaire, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, dans des associations telles que celle-ci? Disons, ces nouveaux profils, on va dire, s'organisent aussi et puis créent leurs propres associations. Donc, de nouveau, nous, on n'est pas dans un rapport binaire, on ne dit pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Notre proposition de valeur, c'est d'amener un cadre, un lieu physique aussi pour ces femmes indépendantes, chefs d'entreprise. Après, effectivement, dans l'économie, dans la société, il y a d'autres communautés qui sont soit qui émergent, soit qui vont émerger, qui sont aussi intéressantes. Mais par contre, j'aime pas le communautarisme, dans le sens que si c'est pour réunir les personnes, par exemple réunir des femmes, selon ce que j'ai évoqué, c'est sain. Mais si ça devient la bulle, et puis finalement qui s'oppose justement, qui est entre un rapport binaire soit avec les hommes, soit avec d'autres communautés, là je pense qu'il y a une vraie réflexion et que c'est certainement pas ce dont la société a besoin. Alors, quelques questions, je me tourne vers Pascal.
certains spectateurs aimeraient savoir quels sont les prérequis pour s'inscrire à ce brevet et ce brevet est-il reconnu par d'autres branches économiques? Voilà. Alors, on va peut-être commencer par le brevet de Je vais- validation je des vais- acquis de spécialiste en gestion d'entreprise. Pour aller plus loin, comment sensibiliser aussi les jeunes générations? Voilà, j'ai un petit peu regroupé. Peut-être que je commence par la deuxième Deuxième question, parce que partie. j'ai aussi des jeunes à la maison qui sont, Oui. disons, vraiment sur la question du choix professionnel. Et malgré tout, toutes les possibilités, je vois que ça reste quand même une difficulté pour beaucoup de jeunes de pouvoir vraiment se projeter dans un métier à l'âge de 14-15 ans. Donc, c'est important de vraiment passer le message aux jeunes on a de nombreux parcours possibles en Suisse pour se former, que la formation professionnelle est un parcours passionnant si on aime être dans la pratique, déjà d'apprendre un métier, et puis qu'après on peut... voilà, j'ai un collègue qui a fait un CFC et puis qui a terminé par un doctorat. Donc, des filières finalement professionnelles qui peuvent même, pourquoi pas, aboutir à des diplômes académiques. Ça, c'est pour dire voilà, un petit peu le chemin le plus loin possible. Mais qu'on a aussi d'excellentes écoles de commerce, on a aussi tout le parcours en fait, gymnasial et puis universitaire, qui, selon ce que vous voulez faire, est aussi important. Et puis qu'après, on peut avoir des gens qui ont des doctorats et qui font des formations spécifiques, des formations métiers, parce qu'ils veulent justement plutôt être sur le terrain et dans la pratique. Donc on a beaucoup de passerelles, et j'ai envie de dire, de commencer par ce pourquoi le jeune a le plus d'aspiration, sachant qu'après, il pourra bifurquer, être plus orienté pratique, plus théorique, amener en fait différentes pièces à son parcours de formation et à son parcours professionnel, selon ses aspirations et puis aussi les besoins qu'il va identifier. Ça, c'est vraiment pour la partie Est-ce que j'entends formation. derrière ce que vous dites qu'il faut arrêter de pousser tous les jeunes vers les études, parce que les études, c'est génial. C'est un peu ça que vous dites quand même oui. derrière. Et puis alors, là, je le dis avec beaucoup de liberté. Pour moi, le parcours d'études, j'avais envie de m'engager dans ce parcours. J'ai eu un plaisir énorme. Et suite à mon parcours académique, j'ai été assez rapidement confrontée, ou disons, au service d'entreprises. Et donc, j'ai découvert la richesse de la formation professionnelle. Et c'est tellement important de ne pas opposer les deux, mais justement de revenir aux compétences, au projet professionnel de la personne, parce qu'on a justement toutes ces opportunités. Par rapport aux conditions d'accès du brevet, Oui, les c'était aussi une prérequis, question, ouais, les prérequis. Donc on a en fait, il y a 3 conditions d'admission. La première, on va dire, c'est la plus classique, c'est un CFC ou titre équivalent, plus 2 ans d'expérience dans une fonction dirigeante. On veut des personnes qui ont été confrontées à la gestion du personnel, à de l'engagement, à des démissions, à des questions de transmission, etc. La deuxième condition, c'est pas de CFC, mais au moins 8 ans d'expérience dans une position dirigeante. Donc là, on valorise davantage l'expérience de terrain. Et puis après, il y a une troisième possibilité, c'est de faire la formation modulaire que dispense un certain nombre de centres de formation professionnelle, Romandie Formation par exemple. Et puis, une fois que vous avez terminé un module, il y a un examen de module, vous avez une attestation. Et puis, au bout du parcours, eh bien, vous avez les prérequis. Pour la validation des acquis, il y a, on va dire, 3 étapes. Donc la première, c'est que sur la base du référentiel, vous faites une auto-évaluation qui vous permet, si vous avez 60% un score, on va dire, de 60%, d'être confiant pour entreprendre ce parcours. Si vous avez moins, on vous conseille peut-être de faire une formation complémentaire. Donc auto-évaluation. Puis après, vous allez faire ce parcours validation des acquis avec un accompagnement. Et puis la première étape, ce sera sur la base du référentiel, de démontrer les compétences que vous avez pu développer, activer dans votre entreprise. Vous allez avoir un entretien avec 2 experts pour en fait expliciter votre dossier d'équivalence. Si vous réussissez cette étape, vous allez à l'examen final
qui est le même en fait que les personnes qui passent par la voie modulaire et qui est la préparation d'un dossier de performance, donc orienté uniquement sur la pratique. Et donc c'est un dossier assez conséquent de nouveau. Sur une situation spécifique. Alors c'est ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir pas juste un melting pot de situations, mais d'avoir, on va dire, un fil conducteur. Voilà, ça pourrait être par exemple, on a eu récemment, enfin ces dernières années, l'entreprise qui se transforme, soit parce qu'elle se digitalise, soit parce qu'elle doit complètement se repositionner sur son marché, notamment avec des facteurs comme le Covid ou d'autres facteurs conjoncturels. Donc on demande d'avoir le fil rouge et puis de démontrer les compétences qui ont été finalement activées dans l'entreprise. Une fois que ce dossier de performance a été fait, donc il est évalué par 2 experts, et après il y a une défense orale. Une défense où d'abord il y a la personne présente pendant 20 minutes son dossier, et après il y a un entretien d'1 heure avec 2 experts. Et si vous avez terminé avec succès, si vous avez votre dossier qui a été accepté et vous avez réussi votre oral et votre entretien, alors vous avez le brevet. Donc c'est vrai que c'est un parcours qui se déroule plutôt sur, on va dire, sur une année, pour le faire vraiment sans trop de stress, mais faire ces étapes successives. Alors, il y a 2 choses que je retiens dans ce que vous avez dit, c'est qu'il faut dans les prérequis avoir une fonction dirigeante. Oui. Ça veut dire que il faut avoir eu des activités de dirigeant, mais c'est pas forcément une fonction reconnue, puisque justement la validation des acquis permet de reconnaître. C'est-à-dire que je dois pouvoir prouver, si j'ai envie de faire ça, que j'ai géré le personnel, par exemple, ou que je me suis occupée des stocks, ou des choses comme ça. Oui, c'est bien. En fait, c'est vrai que le mot fonction est un peu connoté. Donc, c'est en fait d'avoir un rôle dans l'entreprise où vous avez justement eu la direction. Ça peut être, on a des personnes qui viennent de milieux, de grosses entreprises qui ont géré un département, par exemple un département RH. Elles doivent prouver qu'elles n'ont pas simplement les compétences RH, mais qu'elles ont aussi géré des budgets, communiqué avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles ont aussi été impliquées dans les achats, le lien avec les fournisseurs. Donc même avec on va dire une spécialisation RH, elles doivent en fait démontrer qu'elles ont les compétences dans les autres secteurs. Peut-être venons à cette même question, parce qu'on n'est pas très sûr de pour qui elle était posée, mais pour le brevet des paysannes, il y a aussi des prérequis ou le fait de travailler depuis un certain nombre d'années dans un domaine ou... Non, alors il faut également un CFC et puis 2 ans sur l'exploitation. Un CFC, quel qu'il soit. C'est ça, pas un CFC. Mais alors voilà, quel qu'il soit, c'est le minimum de base. Ouais. J'ai le souvenir d'une amie qui est juriste et qui, elle a, après s'être mariée, a eu ses 2 enfants, a dit, à un moment donné, je vais faire mon brevet de paysanne, ne serait-ce que pour... Elle s'occupait de l'administration et puis de la compta, mais elle n'y connaissait pas grand-chose en droit rural ou en comptabilité agricole précise. Et puis c'est ce qui a fait qu'elle l'a fait. Donc la base, c'est le CFC, quel qu'il soit. Et puis après, les motivations peuvent être complètement diverses. Il faut déjà être en emploi, c'est-à-dire que moi je ne pourrais pas me dire, tiens, ça m'intéresserait de reprendre un domaine... C'est très compliqué de reprendre un domaine, mais donc je vais faire ce brevet. Non, je veux dire, il faut que je sois les pieds dans la terre déjà quand même pour faire le brevet. Ce qui est évidemment un peu comme la validation des acquis. Voilà, exactement, oui. Ça vient d'abord du savoir. D'autres questions? Pour le moment, non, merci. Très bien. Alors, la reconnaissance. La question disait, est-ce que ce brevet est reconnu? Et alors moi, j'ai envie d'ajouter, et pourquoi est-il reconnu? C'est-à-dire, pour aller où? Donc peut-être si je reprends votre brevet de gestion, brevet de spécialiste en gestion d'entreprise, qu'est-ce qu'il me permet de faire au-delà d'être validé, valorisé dans mon entreprise? Alors déjà, c'est un brevet fédéral, donc il est reconnu. Et il permet soit d'attester d'un rôle dans l'entreprise, ce qui est déjà important, mais il permet aussi après à des personnes de se réorienter professionnellement. Je donnais justement le cas d'un certain nombre de candidates et candidats qu'on a aujourd'hui aux examens qui ont travaillé dans une entreprise, PME ou plus grande entreprise, et qui souhaitent soit se lancer, créer leur propre activité, créer leur propre entreprise, ou qui souhaitent finalement se réorienter dans un nouveau secteur. Et comme on est sur des compétences, on va dire, transverses,
que finalement vous gériez une PME dans le secteur de la construction ou dans le secteur de la santé. Alors évidemment, il y a des spécificités métiers, mais on revient quand même souvent sur des compétences de base. Donc cet aspect de transférabilité, il est aussi possible. Des compétences de gestion Exactement, en fait, des compétences de gestion. l'entreprise. Pour le brevet des paysannes, cette reconnaissance, alors on a déjà dit qu'elle permet notamment de continuer l'exploitation aux besoins, de continuer à avoir des investissements possibles. Donc c'est vraiment plus une valeur qui permet de discuter et de continuer, mais pas forcément une reconnaissance. Je ne sais pas si par exemple en cas de divorce, une personne décide d'aller travailler dans une autre entreprise agricole, ce brevet va l'aider, vous pensez? C'est pas forcément sûr, mais par contre, alors je pense que ce qui est important aussi, c'est que c'est une ouverture sur une suite possible, hein, et notamment s'ouvrir des compétences qui pourraient donner des ailes à d'autres formations. Ça, c'est évident pour moi. Même en sortant de l'agriculture. Voilà, en sortant de l'agriculture. On a des compétences, si on a des compétences en droit rural, on a des compétences en droit tout court, ou en tout cas des facilités d'avancer dans ce domaine, pour donner qu'un exemple. D'autres questions? Oui, là nous avons un participant qui est branché sur la technique et qui se fait du souci concernant l'impact de l'intelligence artificielle. On n'allait pas échapper au sujet. Sur les métiers, notamment chez vous. Sur les métiers de paysanne, oui. Et puis aussi sur le brevet. L'intelligence artificielle, on y fait face de plus en plus souvent maintenant, bien entendu. Je crois que le passage à la génération suivante, nous, c'est très clair. Hein. Mon mari touche encore le puck, mais moi, je n'ai pas trop mis le nez dedans, donc pas forcément. Mon fils est né là-dedans, donc vraiment, eux, ils sont très performants. Et puis, ils savent que je dirais, les investissements à venir passeront certainement par de l'intelligence artificielle. Ça va générer après, l'utilisation de... Ce sera peut-être les médicaments de l'avenir quelque part, hein, puisque on utilisera plus de produits phyto, si c'est ça, ou bien au niveau de la main-d'œuvre, alors. Et puis dans la formation? Alors, dans la formation, brevet. ça sera certainement à mettre en application au niveau de tout ce qui est école d'agriculture déjà, et puis après, je pense que de facto, ça viendra aussi en lien dans le brevet de la paysanne. Pour le moment, franchement, je ne peux pas en dire plus. Pour être précis, l'intelligence artificielle, elle peut s'installer sur une machine-outil, par exemple, et donc on n'aura plus besoin d'un conducteur, mais de quelqu'un qui va donner des ordres en fait à la machine. Oui. Alors je me permets un petit exemple parce que j'en ai vu une de ces machines qui va réussir à tourner autour de la salade pour désherber, et puis en fonction de la grandeur de la salade, va plus ou moins grandir le cercle. Donc ça veut dire que ça, c'est au bénéfice de pas de produits désherbants, puisque c'est la machine qui va désherber. Donc il va falloir comprendre, et j'imagine que dans la formation, ça va devoir entrer, quelle que soit la formation de brevet ou de CFC, de savoir faire marcher une machine qui a l'intelligence artificielle versus savoir conduire un tracteur. Il faudra peut-être d'autres formations, d'autres compétences aussi de base. Et puis ce sera peut-être aussi d'autres entreprises qui interviendront sur l'exploitation agricole. Je ne pense pas que ce sera... Déjà, c'est un coût, hein. Donc je ne pense pas que l'agriculteur lui-même ait les moyens d'investir pour une telle machine, mais ce sera donc un apport qui viendra de l'extérieur. Avec le risque pour le personnel ? Pardon, je vous ai interrompu. Alors, ce sera plutôt pour le bien du personnel, hein, parce que pour le moment, la terre est basse, hein, donc et on doit y aller en étant... si c'est pour enlever les adventices, on y va à la main maintenant. Donc, voilà, c'est plutôt pour le bien du personnel, d'autant plus qu'il est difficile de trouver du personnel actuellement dans l'agriculture. Et puis, je reviendrai juste au niveau de la formation. Alors, je vais peut-être sortir du cadre de la formation de la paysanne, mais au niveau du CFC, la discussion au niveau Romandie est de pouvoir amener un poids supplémentaire à ce CFC, des compétences supplémentaires, d'aborder des thèmes justement toujours aussi larges, mais peut-être plus ciblés à un moment donné, et puis
que le CFC ait lieu plutôt en 4 ans qu'en 3 à l'heure actuelle. Donc voilà, tout ça c'est en discussion. Et en réflexion. Je reprends mon exemple des dangers pour le personnel, mais est-ce qu'on risque pas d'exclure des gens qui sont des très bons manuels et qui sont peut-être pas des fans d'études, que de les mettre 4 ans pour un CFC avec des compétences élevées, notamment par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on perd pas des gens comme ça à vouloir toujours augmenter le niveau des certificats? Je pense pas. Je pense que dans la génération suivante, ils sont quand même prêts à aborder. Ils savent que, je veux dire, maintenant, on n'en est plus à traire à la main, quoi. On est dans les robots de traite. Donc, il y a... quand on observe une exploitation agricole maintenant, on a des caméras qui contrôlent énormément de choses. Je veux dire, nous, on a... on n'avait pas de GPS sur le tracteur, mais sur les tracteurs, c'est notre fils qui a dit c'est moi qui vais poser. Donc après, ils se renseignent comment faire, ils vont chercher des synergies ailleurs. Et voilà quoi. Je pense que c'est une nouvelle génération. C'est une question vieille, cette question. Non, mais je pense que la question est vraiment tout à fait intéressante parce qu'on est, je pense, comme aussi pour la transition digitale, il y a eu un moment où il fallait tout digitaliser. Puis on est de plus en plus vers on va dire, une technologie ou une digitalisation éclairée. C'est-à-dire, dans une entreprise, selon les besoins, il y a par exemple des processus qu'on va digitaliser parce que ça fait du sens, et d'autres activités qu'on ne va pas digitaliser parce que justement l'homme reste plus important dans cette activité. Donc évidemment, technologie c'est une chose, intelligence artificielle c'est autre chose. Je pense que ce qui est important, c'est que ce soit dans le domaine agricole ou dans d'autres secteurs, finalement de comprendre un peu mieux ce qu'est l'intelligence artificielle, puis justement d'avoir aussi cette approche un peu éclairée pour pas juste se laisser soit dépasser, soit voir ça comme une opportunité absolument. J'ai plusieurs exemples intéressants dans toutes les entreprises qui sont actives dans la transition énergétique, où justement avec de l'intelligence artificielle, des algorithmes qui vous permettent en fait vous poser des capteurs sur certaines installations, infrastructures, ça vous permet vraiment de monitorer et puis d'être justement beaucoup plus efficient. Plutôt que de gaspiller, et bien de pouvoir finalement décider à quel moment vous allez consommer plus ou moins. Donc il y a vraiment des potentiels intéressants, mais il ne faut pas se laisser juste prendre par une espèce de vague maintenant qui dit que tout le monde va devoir utiliser cette intelligence artificielle. Puis il y a aussi des nouveaux métiers qui vont se créer là autour pour développer les algorithmes et puis aussi pour justement développer des activités qui sont peut-être justement à plus haute valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus théoriques, mais où finalement, on parlait du tracteur ou d'une exploitation, où finalement par l'intelligence artificielle, on réduit l'effort des personnes qui peuvent justement mettre leur temps et leur énergie sur des activités plus gratifiantes, plus valorisantes. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, simplement que nous, on travaille encore avec la nature, la météo, le fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas prévoir et l'intelligence artificielle a ses limites. L'être humain va toujours rester à la base de ceci. Je regarde juste s'il y a d'autres questions parce qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti, mais on a le droit de dépasser un petit peu si jamais. Mais oui. Mais jusqu'à présent, vos réponses sont assez complètes. Les spectateurs sont satisfaits. Oh alors, s'ils nous le disent en plus, c'est très très bien. Peut-être en conclusion, une petite ligne, on a beaucoup parlé de brevets, on a beaucoup parlé de formation, mais aussi des femmes, donc j'ai envie de poser une question un peu féministe, mais à quand une femme à la tête de Prométhée, par exemple? C'est une bonne question et elle vient... Parce que peut-être elle vient pile au bon moment, étant donné que le poste de directeur est à pourvoir, étant donné que le directeur actuel arrive à la retraite. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas eu de postulation de femmes retenues. Il y a eu des postulations féminines, mais qui n'avaient malheureusement pas, au niveau soit de la formation, soit du parcours, la possibilité d'être retenues. Et alors vraiment... à mon plus grand désespoir. Ouais. Mais, désespoir, carrément. Carrément. Non, enfin, en tout cas, mon plus grand regret. Mais sachez qu'en Suisse, franchement, c'est encore...
on a encore du boulot là, de ce point de vue-là. Ouais. Je posais cette question un peu comme ça, avec un côté féministe, mais aussi parce que, on l'a dit, si les domaines sont en main masculine, alors peut-être la réflexion, elle va que dans un sens. Si on élargit un peu les possibles, ça peut peut-être faire encore progresser ces formations. C'était un peu dans ce sens que je posais la question. Et puis je me suis demandé la même chose pour, par exemple, l'affaire ou ces associations d'entrepreneurs ou d'entreprises. Alors, je ne vais pas en citer l'une ou l'autre, mais Oui, en étant c'est ça. en contact assez régulièrement avec les unes et les autres, effectivement, il y a des réflexions en cours, mais il faut aussi que les femmes amènent leur candidature. Donc, dans les associations professionnelles, il y a vraiment aussi maintenant une prise de conscience que c'est pas que les femmes vont postuler quand il y a l'ouverture d'une présidence ou d'une direction d'association. Donc il faut aller un peu les chercher, les encourager. On a une femme qui est vaudoise, qui est au comité directeur de l'USAM, par exemple, mais c'est pas si évident d'avoir effectivement des femmes qui s'engagent soit au niveau associatif, soit au niveau d'une entreprise, dans des postes de direction. Il faut dire aussi que ça demande un investissement très important. Donc, principe de réalité, quand vous avez quand même un compagnon, un conjoint, un mari, que vous avez une famille, des enfants, selon l'âge aussi qu'ils ont, peut-être des parents qui arrivent sur l'âge, c'est quand même une vraie question que souvent se pose plutôt la femme. Finalement, j'arrive à 45, 50 ans, c'est quoi la suite ? Est-ce que je prends cette position, avec évidemment les conséquences aussi, hein, il va falloir aménager le temps, trouver des soutiens aussi dans la famille, ou bien est-ce que finalement je laisse passer l'opportunité. Donc, encourager les femmes et puis peut-être aussi travailler sur des rôles partagés. On a des associations aujourd'hui qui font des coprésidences, ça je trouve aussi intéressant. Oui, absolument. Qui sont très décriées à des endroits, mais qui sont finalement valables dans d'autres. Donc c'est vraiment peut-être pas la seule voie, mais finalement c'est intéressant de montrer ces exemples pour montrer qu'il y a d'autres modèles un peu alternatifs. Et puis peut-être aussi de mieux expliquer le rôle d'un président ou d'une présidente pour que ce soit un peu démystifié et puis qu'une femme, avec ses différentes contraintes, puisse aussi se projeter. Puis se dire, mais tiens, ça va me demander un investissement, mais c'est dans mes cordes et je peux le faire. C'est ce que vous avez fait finalement, puisque vous êtes chacune au-delà du 100% entre votre activité professionnelle et votre activité, je le rappelle pour vous, Mireille Ducret, à la tête de l'association des paysannes vaudoises, et puis vous de l'association Femmes PME. Merci beaucoup d'être venus. Je remercie encore l'équipe Gestiform qui a géré tout ce webinaire, Jean-Pierre Besse et Elisa Delmotte derrière les caméras. Merci à vous, merci beaucoup à vous qui êtes en train de nous écouter et j'espère que ce webinaire vous aura plu. L'Arfor, ça continue avec de nombreux rendez-vous que vous trouvez soit dans le transfert, soit sur le site de l'Arfor. Donc à tout bientôt pour de nouvelles aventures, comme on dit. Merci beaucoup. Et merci encore beaucoup à vous d'être venus. Merci à vous. Nous parler de vos métiers et de vos passions, j'ai envie de dire. Merci. Au revoir et aussi merci à tous nos participants.